coopération a toujours été un moteur de progrès et de transformation. Sans elle, point de civilisation, ni échange, encore moins de développement. Ce n'est pas de moi. C'est la conviction de notre invité du jour à Agora, Diakarija Diakité. Monsieur Diakité, vous le confirmez? Je vous confirme, M. Keita. Ça va se savoir tout à l'heure. Merci. Mais en attendant, un portrait de notre écrivain du jour avec Bokar Coulibaly. Enfant, il se voyait fusil à l'épaule sur les traces de son père. Mais le destin en a décidé autrement. Diakarija Diakité a rangé les armes pour dégainer la plume. Bamakoua Bontin, il est né en 1985. Entre lui et l'écriture, ce n'est pas un hasard. C'est une passion construite, patiente et assumée. L'histoire avec l'écriture, moi je suis passionné d'écrire parce que moi je fais mon bilan quotidien chaque jour. Avant de me coucher, je prends un bout de papier, je note ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas pu faire. Donc ça, depuis étudiant, depuis à bas âge, j'ai eu cette habitude d'écrire. Après le baccalauréat, cap sur la Havane à Cuba. Un voyage décisif au cœur des débats d'idées et nourri par les écrits d'Hugo Chavez, l'étudiant se métamorphose en lecteur insatiable. Les livres deviennent son terrain de combat, la réflexion son arme. J'ai commencé depuis fort longtemps à nourrir cette ambition d'écrire ce que j'ai vécu. Parce que la coopération, qui est un domaine très sensible et très particulier, je l'ai pratiqué d'abord en tant que conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque j'ai été conseiller technique pendant plus de 6 ans en charge de la coopération et des partenaires institutionnels au niveau du département. Donc, après avoir travaillé et après avoir exercé le volet, les domaines comme tel, j'ai décidé d'écrire et de partager aussi ma vision sur le volet. Donc c'était d'abord un objectif prioritaire et après avoir eu la chance de servir l'État, les vécus m'ont permis aussi et m'ont facilité cette écriture. Aujourd'hui, cette vocation prend forme dans un ouvrage. Afrique, une nouvelle approche des coopérations gagnantes. Un essai de 124 pages, structuré en 14 chapitres, édité par Innov Éditions. Le livre part d'un constat qui est un constat très amer quand nous prenons les statistiques au niveau de la Banque mondiale, du volume d'échanges au niveau de l'Union européenne. Entre l'Afrique, il y a peu de coopération. Et ça, c'est un déficit que j'essaie de dénoncer et de proposer. Parce que les volumes d'échanges intra-africains ne dépassent même pas 16% du volume de coopération des pays africains de façon générale. Et par contre, au même moment, nous avons plus de 40% du volume d'échange entre l'Afrique et l'Occident. Nous avons plus de 55% du volume d'échange entre l'Afrique et l'Asie de façon générale. Donc ça veut dire que tant que nous n'encourageons pas une coopération saine, équilibrée à l'intérieur du continent, nos priorités nationales sont très difficiles que nous parvenions à s'entraider ou à développer une coopération de complémentarité entre nos pays qui ont pratiquement les mêmes réalités socio-économiques et culturelles. Dans ce livre, l'auteur appelle à rompre avec les vieux schémas. Il plaide pour des coopérations africaines plus justes, plus équilibrées, surtout plus bénéfiques pour le continent. Il y a déjà un programme qui est la ZLECAF, la zone libre d'échange intercontinentale africaine, qui encourage la coopération entre nos pays frères et qui encourage aussi la levée des barrières linguistiques, logistiques en termes de visa. Donc c'est encourager la mise en œuvre des politiques monétaires, économiques, sociales de la ZLECAF et aussi encourager les pays africains à s'ouvrir davantage, à aller vers l'échange économique au lieu de la coopération monétaire. Donc le livre propose aux dirigeants, propose aux entrepreneurs et propose aux acteurs aussi une nouvelle manière de penser à la coopération. On peut aller les trocs, on peut aller aux échanges, on peut aller à la coopération, mais de façon prioritaire et de façon séquencée. Écrivain, passionné de sport, leader communautaire engagé, marié,
Père de 3 enfants, il aligne les diplômes, maîtrise en espagnol, maîtrise en administration du sport, DSS en relations publiques et compétitivité. Mais au-delà des titres, une constante, des idées claires, une plume affûtée, une ambition intacte, mettre les mots au service de l'Afrique. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à Agora avec son traditionnel critique littéraire, Dr Mamadou Dia et moi-même. Monsieur Diakité, Monsieur Keita, votre livre qui passera tout à l'heure au pain fin s'intitule Afrique, une nouvelle approche des coopérations gagnantes. Je vous repose la question. En quoi la coopération a été un moteur de progrès et de transformation? Évidemment, en journalisme, on nous déconseille de poser plus d'une question en même temps, mais je ferai exception. Et qu'est-ce d'abord la coopération? Merci M. Keita pour la belle question. Déjà, si vous lisez le titre du présent ouvrage, le mot saillant, c'est la coopération. Dans un contexte territorial bien déterminé, qui est notre continent en commun, l'Afrique. Vous savez, la coopération est un simple mot, mais qui résume tout. Quand vous attendez coopération, on peut donner une définition étymologique, on peut aussi donner les sources de la coopération. Avant de répondre directement à la question, dans la vie quotidienne, surtout à l'échelle des nations, comme le présent ouvrage fait cas, la coopération, c'est l'action de collaborer avec une ou plusieurs personnes dans un but commun, après avoir identifié des priorités communes. Donc ça veut dire que la coopération, c'est toute action humaine, sociale, qui peut intervenir entre un groupe social ou plusieurs groupes, mais en commun, un objectif qui est clair, s'entraider, partager ou communiquer. Donc dans ces mots, vous avez 2 éléments clés, les besoins et l'intérêt mutuel. Sans ça, il n'y a pas de coopération. Les besoins et l'intérêt mutuel. Donc c'est la somme de ces éléments qui donnent naissance et même de façon générale définir la coopération. Sans ces 2, on peut parler de servitude, mais il n'y a pas de coopération ou d'imposition. Mais tant qu'on parle de coopération, il faut que ces 2 éléments existent. Et la réponse à la première qui devient la deuxième question, en quoi la coopération est un moteur de progrès et de transformation? La première question peut aussi aboutir à la première réponse. La coopération peut devenir le moteur du changement. Comme je l'ai dit, le livre déjà est une invitation. Vous savez, avant de parler de la coopération, il faut parler d'abord du plus vieux métier qui a abouti même à l'apparition de ce mot coopération, qui est le commerce. Si vous savez, déjà même dans la Grèce antique, le commerce est un métier qui a abouti à ce que nous appelons aujourd'hui la coopération classique. Parce que depuis dans les temps primitifs, quand les êtres humains ont commencé à surproduire, ils ont senti les besoins de troquer. Donc là, on advient au mot troc, qui est aussi un élément du commerce. Quand nous avons les premiers êtres apparus ont commencé à produire plus qu'ils n'avaient besoin, ils ont essayé de changer leur production avec d'autres communautés
qui avait aussi identifié un besoin. C'est-à-dire, moi, je suis un agriculteur, j'ai produit, j'ai fait une surproduction. Les restes de ma production agricole, je les partage avec une autre communauté pour assurer ma protection. Donc ça, c'était d'abord, dans un premier temps, les trocs. Et avec l'avènement de ces trocs, on est arrivé au commerce communautaire jusqu'à arriver au commerce international. Et quand ces fléaux a pris l'ampleur, on a encadré et circonscrire dans un cadre légal bien réglementé qu'on appelle aujourd'hui coopération. Donc la coopération est un phénomène transversal qui s'applique à tous les domaines et dans tous les secteurs de nos États, parce qu'on peut coopérer pour survivre, on peut coopérer pour prospérer et coopérer pour développer. Ça dépend de quel côté nous y sommes. C'est pour cela que j'ai dit ici, une nouvelle approche pour l'Afrique devient pour moi une réalité et une urgence. Parce que si les termes de la coopération sont bien en amont définis, ça devient un moteur de changement, un moteur de développement. Mais si elle est imposée, ça devient un instrument de soumission aux partenaires ou à l'ancienne métropole. C'est pour cela que dans les livres, j'essaie d'aborder un peu ces questions. Donc, pour répondre à votre question, ça doit être un moteur de changement pour notre continent. Ça doit l'être, mais pour le moment, jusqu'à présent, ça ne l'est pas. Elle a été un moteur de progrès et de changement, écrivez-vous. Oui. Et le passé composé à son pesant d'or, oui, puisque vous enchaînez qu'elle a subi une ou des mues, laquelle ou lesquelles? Le mot coopération a évolué avec l'évolution aussi des relations humaines, et notamment les relations internationales. Si nous prenons de l'époque antique jusqu'à l'arrivée des guerres que nous avons connues et jusqu'à aujourd'hui au niveau du XXIe siècle, on ne peut pas donner le même contexte à un seul mot parce que le mot a varié selon l'évolution même de l'homme. Avant, c'était un moyen de survie. Quand nous avons connu des bouleversements au niveau de notre monde, notamment les deux guerres que nous avons étudiées, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la chute du mur de Berlin, l'éclatement de l'URSS, toutes ces dynamiques ont impacté le modèle de la coopération. Parce qu'avant qu'il y ait l'Organisation des Nations Unies, les hommes, de façon naturelle, coopéraient. C'est pour cela que c'était une coopération de survie. Parce que j'ai besoin de vous, comme vous avez besoin de moi. Et c'est là où le besoin mutuel est né pour survivre. Après la survie, d'autres peuples ont commencé à comprendre qu'il faut imposer ou qu'il faut s'imposer à d'autres groupes. Raison pour laquelle, quand nous avons quitté, nous avons vécu ces deux fléaux, notamment les deux guerres. Nous avons subi les effets du monde, parce que le monde étant divisé, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest impactent forcément les aspects de la coopération. C'est pour cela qu'on peut résumer en trois parties. La coopération de façon primitive, la coopération avant l'apparition de l'ONU et la coopération aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, à chaque niveau, il faut donner des contenus différents. Et à chaque niveau, notre continent a subi les effets de la coopération. Au lieu de servir pour le continent comme moteur, c'était tout à fait le contraire. C'est pour cela qu'il m'a paru important et urgent de poser cette réflexion thématique pour attirer l'attention des décideurs sur les faits. Donc, dans un premier temps, la coopération comme moyen de survie, et dans un second temps, la coopération comme moyen de pression, et aujourd'hui, la coopération comme moyen de soumission politique à nos États au XXIe siècle. Parce qu'on se souvient très bien que nous sommes au XXIe siècle, mais tous les instruments au niveau des Nations Unies qui encadrent des organisations de façon générale, il faut le dire que la coopération pour notre continent n'a pas été toujours au rendez-vous parce qu'on nous impose des programmes
Et ces programmes favorisent plutôt l'extérieur, les partenaires étrangers, que notre continent. Donc, de façon générale, on peut dire que nous pouvons séquencer. Et aujourd'hui, la coopération pour notre continent doit être mieux réfléchie et mieux élaborer les termes avant d'entrer en partenariat avec quiconque, que ce soit de façon intra ou que ce soit de façon externe. Et plein feu sur l'œuvre, duo ou duel, place aux initiés de l'écriture, l'auteur et le critique littéraire. Nous avons un essai de 124 pages et réparti en 13 chapitres. Chaque chapitre comporte des sections et je pense que les sections c'est entre 2, 3, 4, mais le chapitre 12 a 7 sections, c'est là où il y a le plus de sections. Et chaque section aborde une question principale, une thématique centrale. Et pour l'aborder, la démarche, l'auteur présente d'abord le contexte, pose une question ou des questions, répond à la question et ensuite dégage une perspective ou des perspectives. Voilà comment le livre est construit. Mais les 13 chapitres sont précédés d'une introduction générale et suivis d'une conclusion générale. Et sur ce, je vais avec l'introduction générale. Dans votre introduction générale, vous présentez un tableau, je dirais, sombre de la coopération au niveau de l'Afrique. Et la preuve, les dernières phrases de la conclusion se terminent par ceci, si vous voulez bien. Si vous refusez l'idée que la coopération doit être une perpétuelle concession et souhaitez comprendre comment bâtir des alliances réellement gagnantes pour l'Afrique, alors poursuivez la lecture. Il est temps d'abandonner les schémas anciens et de repenser la coopération internationale à l'aune des véritables intérêts du continent. Il est temps de passer d'une Afrique sujette aux décisions des autres à une Afrique qui définit sa propre trajectoire. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire des coopérations africaines. À la lecture de cette introduction, peut-on affirmer qu'en matière de coopération, l'Afrique est mal partie? Oui, monsieur Dia, nous pouvons bel et bien confirmer que l'Afrique est mal partie en termes de coopération et de relations internationales. Vous savez, déjà, je vous remercie pour l'intérêt et surtout la critique. Le tableau est sombre, vraiment sombre, parce que si vous prenez notre continent, aujourd'hui, en 2050, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. Ça veut dire dans 25 ans. Il a déjà une force démographique après l'Asie. Si vous prenez notre continent, qui a aujourd'hui plus de 30 millions de kilomètres carrés, qui peine à définir sa propre politique en matière de coopération continentale. Nous pouvons dire l'Afrique, aujourd'hui, a 60 ans d'indépendance. L'Afrique post-indépendante, jusqu'à présent, dépend des partenaires, ou dépend de l'Occident, ou dépend des partenaires de l'extérieur en matière de coopération. Quand vous prenez les secteurs où vous prenez nos pays, il est très facile pour nous de voyager d'un pays vers l'Europe que de voyager d'un pays africain vers l'autre, vers un autre pays africain. Les défis sont énormes. Les défis sont énormes et le diagnostic aussi, très souvent, n'est pas au rendez-vous. Parce que même pour qu'un malade soit bien soigné, il faut que le diagnostic soit réel. Dans notre continent, vous ne pouvez pas imaginer que jusqu'à présent, les priorités de nos États, les priorités nationales demeurent les mêmes.
aujourd'hui, les volumes d'échange, c'est pour cela quand j'ai dit l'introduction du livre, les tableaux elles sont parce qu'on n'encourage pas la politique de coopération intra-africaine. Parce que nous ne disposons pas des valeurs monétaires sûres pour imposer nos monnaies et nos économies sont vulnérables et fragiles. Donc si nous mettons l'accent sur la coopération monétique pour développer notre continent, on va faire une fausse route parce que notre continent est le continent le moins industrialisé au monde. Au même moment, c'est le continent qui dispose des ressources naturelles énormes que le monde a besoin. Donc pourquoi ne pas essayer de revoir ou de repenser cette coopération? Pourquoi ne pas essayer d'élaborer des termes de coopération interne à notre continent, pays par pays, pour avoir une seule voie à l'échelle mondiale? Au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, peu de pays africains fixent les prix de leurs matières premières, notamment quand nous prenons notre pays, le coton, vous prenez la Côte d'Ivoire, le cacao, vous prenez le Nigeria, le pétrole, pour ne parler que de notre zone Ouest-Afrique. Donc c'est sombre, parce qu'après 60 ans, on n'a pas vu les véritables moteurs de changement qui peuvent donner l'espoir que dans 25 ans, que dans 50 ans, l'Afrique sera une Afrique prospère, une Afrique industrialisée, une Afrique souveraine, une Afrique indépendante de l'extérieur. Parce que tant que nous continuons à utiliser ou à dépendre des organisations du XXe siècle, notamment la Banque mondiale et le FMI, la coopération toujours va être une coopération de dépendance et de soumission qui ne dit pas son nom. C'est pour cela, dans les livres, je mets l'accent sur un travail en amont qui est, pays par pays, ou le continent, d'établir la liste des priorités, de définir les termes de coopération secteur par secteur, avant d'engager les discussions et les négociations avec un partenaire quelconque dans n'importe quel domaine. Parce que si nous continuons à coopérer pendant 60 ans, il n'y a pas de résultat, pourquoi ne pas encore réfléchir ou donner une autre forme à cette manière de coopérer, notamment les transferts de technologies, notamment la formation, notamment l'industrialisation qui manque à nos pays, à nos continents surtout. C'est pour cela, dans l'introduction, le tableau est très sombre. Et à la fin, on essaie d'inviter ou de faire des propositions aux dirigeants, aux décideurs et aux entrepreneurs de façon générale pour un continent plus industrialisé, en mettant le focus sur une stratégie de coopération lointaine, une coopération à long terme qui définit en amont les priorités et qui fixe les conditions avant d'entrer avec les partenaires. Ne pas recevoir de l'aide parce que nous sommes dans le besoin ou ne pas être dans une position de faiblesse pour accepter ce que nous n'avons pas besoin. À la page 16 et à la page 17, vous présentez deux mondes qui se regardent, mais deux mondes avec des modes de coopération différents. Vous écrivez, page 16, dans les sociétés traditionnelles africaines, la coopération ne reposait pas sur des accords signés, mais sur des engagements sociaux, tacites, fondés sur des valeurs de solidarité, d'interdépendance et de respect mutuel. Page 17. La coopération aujourd'hui ne peut plus être un simple arrangement basé sur la confiance et les relations humaines. Elle est encadrée par des normes, des traités et des accords internationaux qui définissent les droits et devoirs de chaque partie. En Afrique traditionnelle, la coopération, c'était la parole donnée, l'engagement oral, mais qu'on respectait strictement. Et aujourd'hui, malgré les textes, tout, on arrive toujours à violer. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, merci M. Dia pour cette remarque au niveau des deux pages qui montre clairement aussi la différence entre deux mondes, deux sociétés différentes. Au niveau de la page 16, comme vous avez bien résumé, avant, prenons même nos valeurs humaines en Afrique, nos valeurs africaines, l'homme était caractérisé par sa parole avant. Ça veut dire que même si vous prenez
les Mandés, l'empire des Mandés, nos traditions, c'était des traditions orales, de bouche à oreille, où la parole d'un homme était sacrée. Donc quand j'ai dit c'est oui, jusqu'à ma mort c'est oui. Quand j'ai dit non, c'est non. Donc, en ces moments, si on voulait tisser des liens de coopération entre des tribus, entre des communautés, c'était seulement les messagers, les griots qui transmettaient les conditions des chefs. Et ces conditions ont été acceptées. C'est pour dire que nous avons quitté un monde pour un autre monde. Et c'est les deux mondes, qu'est-ce qu'il faut? Entre nous, il faut faire le mélange du positif du premier et du positif du second. Donc ça veut dire que l'homme, au fil du temps, nous avons eu ce qu'on appelle une crise de citoyenneté. Une crise de citoyenneté aujourd'hui qui fait que le monde, l'homme est devenu plus un cyber-citoyen qu'un être humain. Cyber-citoyen, ça va avec le développement des nouvelles technologies. Et l'information ou la machine a tendance à remplacer l'homme. Mais nous, pour y revenir à notre continent, l'Afrique était un continent de paroles données. Nous, on n'avait pas besoin de signer. Donc, en ce moment, la coopération était basée sur la confiance humaine entre les hommes. Mais puisque nous avons été colonisés, puisque d'autres ont vu leur intérêt ou leur survie dépendait de la désunion entre les peuples africains, il y a eu ce qu'on appelle la colonisation. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase du monde qui s'appelle le néocolonialisme avec ses impacts. Donc, on n'a plus besoin seulement que de la parole donnée, on a aussi besoin des engagements écrits au niveau personnel, au niveau institutionnel, au niveau étatique. Ça veut dire que la coopération a quitté un niveau de confiance humaine pour arriver à un niveau d'engagement entre les communautés avec comme arbitre les organisations de l'ONU, secteur par secteur. Si c'est le commerce, nous avons l'OMC. Si c'est les relations diplomatiques entre les pays, nous avons les Nations Unies. Donc ça veut dire que la coopération a toujours existé et elle va toujours exister, mais la formule ou les conditions vont changer au fil que nous ayons des êtres moins humains. Il faut aller vers l'engagement international et avec des témoins qui peuvent être gendarmes en cas de problème. C'est pour cela que vous avez des conflits chez nous et vous avez l'intervention des Nations Unies. Sinon, avant, les problèmes se réglaient en famille et au niveau de l'arbre à palabre. Oui, mais la question, qu'est-ce qui fait que, malgré l'existence de ces gendarmes, malgré l'existence de toutes ces barrières, on continue toujours à violer les engagements écrits, alors qu'on ne violait pas les engagements oraux? Nous continuons à violer les engagements écrits parce que d'abord, il y a la crise de l'homme qu'il faut d'abord traiter. Les engagements sont violés parce qu'à un moment, je me suis dit, soit je suis rentré dans des négociations de coopération sans en amont déterminer mes intérêts. Si l'intérêt change au cours du jeu, je peux aussi revenir à l'engagement. Donc c'est ce qui fait que l'homme d'abord, nous avons en face avec une crise qui est mondiale et cette crise a permis même à certains États qui sont appelés aujourd'hui des États puissants à violer les droits internationaux. Ça, présentement, nous sommes en train de vivre un cas que je ne vais pas le citer. Donc ça veut dire que l'homme même est dénaturé. L'homme même a perdu une certaine valeur sociale qui étaient des valeurs d'engagement, des valeurs d'honnêteté, des valeurs de citoyenneté et des valeurs d'exemplarité qui font que si je m'engage, je peux, au cours de l'engagement, sans arriver à terme, revenir sur ces accords ou ne pas respecter. Parce que j'ai perdu une valeur à moi qui est une valeur humaine. Cette valeur-là, il faudra qu'on puisse le dénoncer aussi. Donc, en un mot, on peut dire que l'Afrique vit une aventure ambiguë. On peut le dire, l'Afrique vit une aventure ambiguë. Peut-on affirmer, sans risque de se tromper, que l'aide au développement contribue au développement du sous-développement? On peut bel et bien confirmer. L'aide au développement perçue d'abord comme un moyen de pression politique. Parce que si vous remarquez ces 30 dernières années, en commençant d'abord par analyser
et les conséquences du programme d'ajustement structurel sur notre continent et sur nos économies fragiles de 1980 à 1990, où les institutions financières ont imposé à nos jeunes États un programme pour recevoir leur aide. Ce n'était pas à la demande de nos pays africains. Donc l'aide au développement, au contraire, enfonce nos pays. Si nous prenons même l'affirmation de l'économiste zambienne Moro, l'aide n'a jamais développé un pays. Quand nous sommes dans une relation d'aide ou d'assistance, parce que très souvent l'Afrique était vue comme un continent de victimes, où on avait même adopté une posture de victimisation. Et après, nous étions arrivés à un moment de l'assistanat, où on demande, dans toute cette dynamique de collaboration, il n'y a pas de coopération. Parce que quand je rentre dans une négociation de coopération, moi je défends, je viens avec le terme, mes besoins sont identifiés, mes besoins sont imposés dans un temps bien défini et avec moi mes conditions. L'aide, des fois, on t'envoie l'aide sans ton avis, on t'envoie l'aide sans te demander quelles sont tes priorités. Donc, en réalité, l'aide contribue au sous-développement et l'aide enfonce nos pays. C'est pour cela que nous décrions le fait que nous avons passé plus de 2 décennies à entretenir cette dynamique de collaboration. Parce que moi, j'appelle ça collaboration et non coopération. Parce que l'aide, vous ne pouvez pas m'aider dans un secteur où je ne suis pas demandeur. Vous ne pouvez pas m'aider dans un secteur où je n'ai pas plus le besoin. Donc, ça revient toujours à la liste des priorités nationales pour nos États, pour notre continent. Donc, l'aide n'a jamais aidé le continent. Au contraire, l'aide perpétue la dépendance et l'aide perpétue la soumission face à l'Occident et les partenaires extérieurs de notre continent. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre mondial a été dominé par une opposition binaire entre 2 superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, un monde unipolaire s'est imposé avec les États-Unis comme principale force dominante de la scène internationale. Cependant, depuis 2000, cet équilibre a progressivement changé avec l'ascension de nouvelles puissances économiques, géopolitiques telles que la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil. Assistons à un monde qui s'effondre. Je dirais plutôt même que nous assistons à un nouveau monde. Un nouveau monde où il n'y a pas que 2 rois. Tout le monde peut devenir roi. Au niveau de ce chapitre, avant d'aborder la question ou de répondre, avant l'éclatement de l'URSS, nous avons la chute du mur de Berlin. En 1991, nous avons aussi l'éclatement de l'URSS. Et surtout, il faut commencer, ce nouveau monde a commencé à apparaître à partir des années 2000, avec la coopération sino-africaine, où nous avons pour la première fois entendu les dirigeants chinois parler de la coopération win-win cooperation, coopération gagnant-gagnant. Au niveau du premier sommet, mais bien avant, il y a 2 pays asiatiques, quand vous lisez ou vous étudiez leur trajectoire de développement, qui était programmée, Singapour et la Chine. Vous avez 2 dirigeants. Vous avez le premier ministre singapourien, Liu Hui, et vous avez aussi Deng Xiaoping de la Chine. Quand il a été rendre visite à son ami, à l'époque, le premier ministre chinois, Deng Xiaoping, au Singapour, où on avait pratiquement notre économie basée sur l'idéologie. Par ricochet, alliance politique. Or, la vision économique du leader singapourien, de Liu Hui, il a fait une déclaration qui est devenue par la suite célèbre, que peu importe la couleur du chat,
pourvu qu'il attrape des souris. Quand le Premier ministre chinois a entendu à son retour, il a commencé à donner de nouvelles orientations à la Chine. Et c'est l'émergence de la Chine avec cette philosophie ou cette pensée des dirigeants singapouriens qui a révolutionné et qui, même aujourd'hui, on peut s'en inspirer parce que, et réellement, est-ce que nos économies doivent être fondées sur les idéologies? Est-ce que réellement le monde est bipolaire? Non, le monde est multipolaire. Nous avons aujourd'hui un nouveau monde où continent par continent, nous avons des regroupements des puissances politiques et économiques qui peuvent être des pôles de développement ou des pôles spécialisés en matière d'économie. Au niveau de l'Amérique latine, nous avons la CELAC, qui est la communauté économique des États latino-caribéens. Nous avons les BRICS. Et nous avons aussi notre organisation africaine qui est la ZLECAf. Donc ça veut dire l'émergence du nouveau monde, il est réel. Tout à fait. Le nouveau monde, est-ce que nous faisons partie de ce nouveau monde? Ou est-ce que nous devons avoir une seule voie pour rentrer dans ce nouveau monde? C'est là la question. Sinon, le nouveau monde est bel et bien réel et il existe depuis les années 2000 où la Chine a été une alternative pour nos pays africains. Si je vous prends au mot, vous avez dit dans votre réponse que dans ce nouveau monde, tout le monde peut devenir roi. Tout le monde peut devenir. Que faut-il pour que l'Afrique devienne reine? Pour que l'Afrique devienne reine, il faut que l'Afrique soit une Afrique, dans un premier temps. Parce que l'Afrique n'a pas de voie, une seule voie, que ce soit politique, que ce soit économique ou démographique. Parce que j'ai dit à l'entame de mon propos que le monde va se jouer dans les 10-20 années à venir au niveau de la démographie, où qui consomme plus sera notre ami de plus. Nous sommes un continent d'avenir, le continent le plus jeune au monde. Et dans 25 ans, nous aurons des milliards. Donc ça veut dire que l'Afrique sera une puissance démographique derrière l'Asie. Et pour que nous soyons une reine, il y a des préalables à faire, notamment s'unir pour avoir une seule voie à l'échelle internationale, créer un seul marché commun pour l'Afrique. Nous avons déjà commencé parce que nous avons la zone libre d'échange intercontinental africain, la ZLECAf, qui peine à démarrer, qui n'a pas trop de contenu économique, mais un instrument politique qui doit être encouragé, étudié et donner plus de contenu pour que, au niveau des continents, que nous ayons plus de coopération qui dépend de l'extérieur. Parce que, comme j'ai dit, le volume d'échange intra-africain ne dépasse pas 16%, selon les chiffres de la Banque mondiale. Au même moment, nous avons plus de 40% avec l'Asie, nous avons plus de 60% avec l'Occident. Ça veut dire qu'entre nos pays africains, il faudra qu'on se focalise plus sur une coopération de complémentarité que sur des coopérations monétaires, économiques avec l'extérieur. Et ça, c'est des préalables qui feront que l'Afrique peut être une reine dans les jours à venir. La démographie que vous mettez en exergue, mais rien ne sert de produire, d'avoir la plus grande démographie quand il n'y a que des consommateurs manipulables. En ce moment, on devient juste consommateur. Mais nous, on n'invente pas, on ne crée pas. Comment on peut être une force si on n'est que consommateur? Un, deux, et c'est vrai, c'est une Afrique jeune, mais une Afrique jeune analphabète, ou en tout cas presque, dans la plupart des États. Donc, comment être fort avec une jeunesse analphabète ou semi-lettrée? Moi, en tout cas, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Avant de répondre à cette question, je vais enfoncer parce que c'est exactement la même question que j'avais formulée. Donc, je vais reformuler et puis en s'appuyant sur votre conclusion. Parce que la conclusion générale du livre se termine par un ton d'espoir. Ce livre a été écrit comme un cri d'alerte, mais aussi comme un message d'espoir. L'Afrique n'est pas condamnée à la pauvreté, à la dépendance ou à la stigmatisation. Elle a tout le potentiel pour devenir une puissance globale. Mais cette transformation ne viendra pas de l'extérieur.
elle doit venir, d'accord. Donc l'espoir est là. Ouais. La question, avez-vous espoir que cet espoir naîtra quand on connaît tous les défis auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui? Ça rejoint la même question. Merci. C'est pratiquement des questions en une. Et nous avons l'espoir. L'espoir est permis. Parce que l'espoir, d'abord, la première condition, c'est d'abord être un poids démographique. L'Inde vient de le prouver. L'Inde est aujourd'hui en voie d'être une puissance ou une superpuissance. C'est d'abord dû à sa puissance démographique. Ça, c'est un premier aspect. Second aspect, le livre, déjà, est une invitation, un appel. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes vus comme un espace de consommation. L'Afrique est un continent où on vend plus les produits. C'est pour cela que le livre, pour moi, est une occasion pour alerter déjà les décideurs, les responsables du continent, à revoir notre politique de coopération. Secteur par secteur. On ne peut pas continuer. L'Afrique, qui peut être le grenier du monde, importe les riz pour assurer sa sécurité alimentaire. L'Afrique aujourd'hui n'a pas de technologie ou peu de technologie propre en elle. Pourquoi ne pas, à partir de maintenant, développer des secteurs, des pôles, des départements de coopération spécialisés, secteur par secteur? Moi, je ne peux pas toujours continuer à coopérer avec vous pendant 20 ans. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que quelque part, il y a eu manque de vision stratégique. Si je coopère avec vous, c'est comme ce que la Chine l'a fait en son temps. En son temps, on envoyait des étudiants partout dans le monde pour une période déterminée. Après 20 ans, la Chine n'a plus besoin de la technologie de l'Occident. C'est une coopération réfléchie, une coopération stratégique qui permet de se débarrasser du partenaire de l'extérieur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans tous les départements, dans tous les domaines de la vie de notre nation, on doit exiger, avant qu'il y ait accord de coopération, il faut qu'il y ait l'identification des priorités nationales, la formation du personnel et le transfert de compétences et de technologies. Très souvent, c'est ce qui manque à notre continent. Nous voulons toujours demander, nous voulons coopérer avec tel pays, mais nous voulons continuer à coopérer indéfiniment. Et c'est ça qui doit cesser. Si moi, je dois rentrer dans une coopération avec un pays qui est fort en technologie, je vais inclure dans les projets de coopération qui est transfert de technologie, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, que moi, mes personnels ou mes ingénieurs parviennent à produire exactement ce que j'avais besoin au départ. C'est ce qui a manqué très souvent dans notre politique, dans nos politiques publiques en Afrique. Donc la dépendance. Ça, c'est un premier aspect. Exiger qu'il y ait dans tous les domaines d'accords de coopération, qu'il y ait 3 aspects. L'identification des priorités, la formation et le transfert de technologies. Ça, c'est un premier aspect, c'est-à-dire une première condition pour que l'Afrique devienne reine. Parce que notre continent manque de tout. Le continent le moins industrialisé. Le continent où on n'a pas suffisamment d'énergie. Or, nous pouvons être un moteur ou nous pouvons être un pilier en énergie renouvelable avec le climat que nous avons. Donc, ça veut dire que si nous repensons notre forme de coopération, dans 20 ans, on peut aussi arriver à un niveau que nous ne le sommes pas aujourd'hui. Donc, c'est programmé et c'est séquentiel. Et j'ai bel et bien l'espoir. Bien vrai que nous avons une jeunesse analphabète, mais ça, c'est cause à effet. Une jeunesse analphabète, sur quel point? Parce que j'ai eu un débat, j'ai dit chaque fois que nous sommes le fruit d'un système. Si le système voulait qu'il y ait des jeunes formés en quantité et non qualité, 20 ans, on peut l'avoir. Mais à partir d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un autre nouveau monde qui met l'accent sur la formation qualifiante, qui met l'accent sur la formation professionnelle et qui met l'accent sur la technologie. Donc, si nous n'avons pas ces trois aspects, et le continent peut devenir, l'Afrique peut devenir une reine, seulement si ces conditions sont au rendez-vous. Vous abordez le problème de l'éducation à la page 61 en parlant des ressources humaines formées par les écoles. Est-ce que vous pensez
réellement que l'Afrique peut se développer avec le type d'école importée ne tenant pas compte de ses valeurs? Je dirais non. L'Afrique ne peut jamais se développer sans avoir une école africaine. Et l'école africaine part de quoi? Vous prenez notre continent, est-ce qu'il y a une université africaine? Il n'y en a pas. L'université africaine qui étudie les sciences, qui étudie les réalités, qui étudie les priorités de notre continent. Nous sommes tentés toujours vers les instruments du XXe siècle, or nous sommes dans le XXe siècle, les bourses d'études. Or, nous avons besoin de développer les compétences dont nous disposons. Nous avons besoin de former les ingénieurs qui pourront y répondre aux futurs problèmes technologiques du pays. Donc, il faut mettre d'abord, comme j'ai dit, dans un premier temps, comme nous avons des priorités, en priorité, il faut aussi prioriser la priorité. Donc, il faut commencer avec un niveau de départ pour atteindre ce niveau. Donc, ça veut dire que, comme j'ai dit, la coopération résume tout. On peut s'en inspirer, on peut s'inspirer d'un pays. Cuba, j'ai fait 6 ans, 7 ans à Cuba. Cuba, pour moi, le Venezuela, ce sont des pays d'exemple pour nous. J'ai pratiquement passé 8 ans de ma vie en Amérique latine, où j'ai vu, avec paix, ces populations, comment ils sont arrivés à s'émanciper, à s'éduquer et à être des citoyens. D'abord, ils ne mettent pas l'accent sur la formation académique, ils mettent l'accent sur la formation intégrale de l'homme. Parce que tout processus social, l'homme doit être au cœur du dispositif et non les diplômes académiques. Donc, c'est des pôles d'exemple, c'est des zones géographiques où l'Afrique peut commencer. C'est pour cela qu'il y a une partie où je mets l'accent surtout pour la coopération sud-sud. Au lieu de parler de la coopération aussi est sectorielle. Maintenant, si nous voulons avoir un premier niveau de développement, il faut partir avec des pays qui pensent comme nous, qui vivent comme nous et qui sont courageux comme nous. Donc ça veut dire que la coopération sud-sud est ma première recommandation. Arrivé à un autre niveau, on peut aller vers une coopération multipolaire, multilatérale qui pourront amener l'Afrique à un niveau de développement endogène et un développement technologique au rendez-vous du monde. Merci, Dr Dia. Gafé Édition a trouvé l'idée géniale d'inventer un concept pour donner goût de lecture à la couche juvénile. Voilà qui sonne bien au moment où les amateurs de la lecture deviennent des extraterrestres, vous le savez. Expérience du livre, destin de rêve, avec comme thème les études à l'étranger, atouts et inconvénients pour le Mali. Mariam Koulibaly. C'est pour donner le goût de la lecture à la jeunesse que Battle Idée est initiée. Une compétition de débat littéraire entre deux groupes de jeunes devant un public massivement jeune. Nous aimons fêter la culture par la musique et la danse. C'est une fierté, mais aujourd'hui à l'espace La Pirogue, nous changeons de format. Nous affirmons que le livre n'est pas qu'un outil ou un objet de décoration sur une étagère ou un simple support de lecture solitaire. Le livre est une arme de construction massive, un outil de débat et le socle de notre pensée critique. C'est dans ce constat qu'est née cette initiative Battle Idée. L'exercice qui prône à la fois la lecture et la parole structurée a mis aux prises le Club des lecteurs du Mali et l'Association des jeunes lecteurs du Mali. Durant une trentaine de minutes, les deux groupes se sont mesurés à travers la compréhension des textes, l'éloquence et l'art de convaincre. Le thème retenu est « Les études à l'étranger, atouts ou inconvénients pour le Mali ». Un extrait du roman Destin des rêves de l'écrivaine contaise Awa Bakoroba Dambeli. Il y a un thème ou une discipline en économie qu'on appelle l'espionnage industriel.
C'est-à-dire l'espionnage industriel sont les secrets industriels qui existent dans chaque pays industrialisé. C'est l'industrie qui est la base, qui est le socle même du développement d'un pays. C'est sous cette forme-là ou cette base-là dont je me suis appuyé pour défendre que si nos étudiants vont étudier à l'extérieur, ce serait un atout. Un atout parce qu'ils vont apprendre des connaissances là-bas et ils vont venir l'implémenter ici chez nous. J'étais opposée à l'idée d'aller faire les études ailleurs parce que je suis profondément convaincue qu'ici, nous avons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir partager la connaissance qu'on a acquis, tant sur le plan talent, parce que nous avons des gens qui disposent de la connaissance et nous avons des gens qui disposent de la capacité à la transmettre. Et comme l'a dit un de mes coéquipiers, le savoir qui se partage n'est pas seulement sur les bancs. C'est aussi dans la famille. Donc quand nos étudiants partent, ils perdent aussi un peu le fait de se sentir dans le cocon familial avec le père et la mère qui continuent, même à un âge avancé, d'éduquer les enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, mérite qu'on travaille dessus, qu'on crée des structures pour absorber nos talents qui sont ici et surtout ceux qui partent et qui ont le courage de revenir, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut, qu'on fasse en sorte que l'État mette en place des politiques pour pouvoir mettre à profit ses acquis pour faire évoluer notre nation. Je demanderai à la jeunesse, aux enfants, à mes petits maris, à mes petites coépouses, d'être de grands lecteurs, de lire en profondeur les livres pour creuser le maximum de trésors. On dit que les connaissances, c'est un trésor incommensurable et qu'on ne peut jamais acheter, ni avec de l'or, ni avec du diamant. Emportée par la qualité des débats, l'assistance se réjouit de l'initiative qui favorise à tout bout de champ l'excellence chez la jeunesse malienne. On encourage vraiment les initiateurs, les éditions GAFE, tous ceux qui se sont joints à cette initiative. On s'est dit que la promotion de la culture de l'excellence, c'est toujours une bonne cause. À l'issue de la séance, la meilleure équipe de débat et la meilleure oratrice ont reçu du parrain des bourses d'études et des livres de la part des organisateurs. Quelle appréciation faites-vous de l'initiative? Je pose la question à tous les deux. Intervieweurs pouvant se trouver dans la posture aussi d'interviewer, surtout quand il est critique littéraire. D'abord, M. Diakité. Et dans notre pays, comme il y a un adage qui dit, si vous voulez cacher quelque chose, il faut le mettre dans un livre. Ça veut dire que les jeunes ne lisent pas. Donc, une émission ou une initiative qui encourage et qui incite même la jeunesse à la lecture, je pense que c'est salutaire. Et toute politique publique aussi doit aller dans le sens d'inciter les jeunes à venir lire et à être vraiment des lecteurs. Sans cela, ça va être très compliqué. Donc vous pensez que ça pourra contribuer à résoudre l'équation lecture de la génération SMS, TikTok, WhatsApp et autres? Ça peut être un élément de réponse parce que nous sommes arrivés à un moment où nous avons en face des cyber-citoyens, où même on parlait d'éducation, maintenant c'est la co-éducation avec les jeunes ou les enfants. Nous avons vécu l'expérience, donc il faut déjà prendre des mesures qui imposent et qui peuvent même sanctionner, parce qu'aujourd'hui le téléphone est devenu pratiquement un élément inséparable de jeunes. Mieux vaut sanctionner un jeune que de lui priver de son téléphone pendant 24 heures. Actualité oblige, avant que je ne passe la parole à Dia, il y a un pays qui a interdit aux enfants, aux élèves de 15 ans, d'avoir le téléphone. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une bonne politique? C'est une politique à la fois ou un couteau à double tranchant. Si nous voulons une jeunesse plus consciente, plus soucieuse ou plus préoccupée, il faut déjà commencer au niveau de la base. Mais si nous prenons des mesures
pour supprimer l'Internet, les smartphones. Les jeunes préfèrent aller en prison que d'être privés de son téléphone. Ça, c'est un constat qui est réel. Et nous vivons quotidiennement cela, au niveau des espaces scolaires, au niveau des centres, au niveau même de la circulation routière. Donc, ça veut dire que nous avons mal utilisé les outils. La nouvelle technologie, pour nous, pour notre continent, est devenue négative. Or, nous pensions qu'il allait être positif. Donc, ça revient aux décideurs, ça revient à l'État de réfléchir ensemble avec les jeunes pour prendre des mesures ou des politiques qui pourront, dans les jours à venir, permettre aux jeunes de laisser progressivement les téléphones et venir vers la classe, venir vers la bibliothèque, ou même trouver d'autres moyens, mais prendre des mesures du jour au jour, ils risquent de créer d'autres problèmes comme nous l'avons vu. Je pense que l'initiative est une graine à semer dans les écoles, surtout au niveau de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. On doit faire en sorte que chaque école, chaque établissement puisse faire de telles activités une fois dans l'année. Ce serait bien. Instrument de stratégie, enjeu crucial pour les nations et donc un important levier de pouvoir, comme vous le décrivez. Quel sera le nouveau visage de la coopération dans un monde à la fois bouleversé et globalisé? Et le village planétaire, comme dirait l'autre. Dans un premier temps, est-ce que ce monde globalisé, l'Afrique en fait partie? Parce que c'est des concepts, des mots qui pour moi sont des mots purement politiques qui est réel. Sur notre continent, M. Keïta, pour donner un nouveau visage à la coopération, j'ai suivi l'interview de l'un des plus grands entrepreneurs africains, M. Dangote, qui a une raffinerie dans un pays proche du Mali, au niveau de l'Afrique occidentale, qui a décrié le fait qu'il est plus difficile de se rendre en Afrique que d'aller à Londres pour des problèmes logistiques, pour des problèmes de visa. Donc lui, il quitte tout de suite Abuja, quelques heures, il est à Londres, mais pour quitter Abuja pour aller à Kigali, il lui faut une journée ou 2 jours. Ça, ce sont des réalités qu'on vit tous les jours. Donc c'est dommage, parce que ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, vous avez l'interview de l'ancien Premier ministre tchadien, M. Macky. Jusqu'en 2016, les Tchad commandaient de la viande depuis Buenos Aires, depuis Argentine, au même moment que le Tchad a plus de 1 million de têtes. Il y a problème. Il y a problème. Donc c'est ce problème-là qu'il faut traiter. Et ce problème-là peut être traité par un mécanisme qui pourrait favoriser et contribuer davantage à une coopération intra-africaine. Et là, le nouveau visage de l'Afrique, c'est satisfaire les besoins mutuellement des pays dans les accords, dans les termes de coopération bien structurés, dans le temps et dans l'espace, et qui répondront aux besoins de nos priorités nationales. Sans cela, ça va être difficile. Nous allons toujours continuer à une relation de coopération avec le monde extérieur. Or, on peut commencer par nous d'abord, se satisfaire les besoins. Au fil des années, nous pourrons être une voix. Et cette voix-là va peser. Et cette voie permettra à notre Afrique d'être une reine dans le nouveau monde des rois. La grosse armada de production coordonnée par Famoussa Magassa a assuré la réalisation de cette émission. Fin de ce numéro de Agora. Prochain rendez-vous dans un mois. C'était avec la collaboration évidemment de la Bibliothèque nationale. Merci et à très bientôt.